Les portes de la salle d'audience semblaient plus lourdes qu'elles n'auraient dû l'être. Grace les poussa seule, son uniforme d'infirmière usée portant encore la légère odeur d'antiseptique et de longue garde à l'hôpital de la base. Elle n'avait pas d'avocat à ses côtés. Aucun membre de sa famille dans la tribune. Personne ne croyait qu'une femme qui avait passé 15 ans à soigner des soldats pouvait être capable de vol. De l'autre côté de la salle était assis le général Richard Crane, vétéran décoré, commandant respecté, un homme dont la parole pouvait mettre fin à des carrières d'un simple coup de téléphone. Son uniforme arborait des médailles qui brillaient sous les lumières fluorescentes, chacune rappelant le déséquilibre des pouvoirs auxquels Grace était confrontée. Il ne la regardait pas. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence était une accusation. Elle était accusée d'avoir volé des médicaments contrôlés à la pharmacie de l'hôpital de la base. Des analgésiques puissants valant des milliers de dollars au marché noir. Grace avait été escortée hors de la base 3 semaines auparavant, sous les regards de ses collègues, dont les visages exprimaient à la fois le choc et la pitié. Les chuchotements avaient commencé avant même qu'elle n'atteigne le parking. Elle n'avait rien volé. Mais prouver son innocence nécessitait des ressources qu'elle n'avait pas. Grace avait essayé de trouver un avocat, appelant tous les bureaux d'aide juridique dans un rayon de 80 km. La plupart lui avaient répondu la même chose. Les procès contre des généraux ne se terminent jamais bien pour les infirmières. Elle se retrouvait donc là, seule, face à un système qui avait déjà décidé de sa culpabilité avant même qu'elle ne franchisse ses lourdes portes. Le juge, un colonel au visage sévère et aux tempes grisonnantes, lui jeta à peine un coup d'œil tandis qu'il examinait le dossier. Le procureur feuilletait les papiers avec l'assurance de quelqu'un qui savait que l'issue était déjà écrite. Grace était assise à la table de la défense, les mains jointes, la mâchoire serrée, luttant contre l'envie de crier que tout cela n'était pas réel. Mais c'était réel. Le général l'avait accusée. Les registres de la pharmacie montraient des incohérences pendant ses gardes. Les images de vidéosurveillance présentaient des lacunes opportunes. Les témoins qui auraient pu témoigner avaient soudainement des problèmes de mémoire ou des ordres de transfert. Grace comprenait comment fonctionnait le pouvoir dans l'armée. Le grade n'était pas seulement une autorité, c'était la vérité même. Ce que Grace ne comprenait pas, c'était pourquoi. Elle avait travaillé chez le général Crane pendant les 3 dernières années, fournissant des soins médicaux privés à son jeune fils, Marcus, qui souffrait d'une maladie respiratoire chronique. Le garçon l'adorait. Elle était restée tard d'innombrables nuits, surveillant sa respiration, ajustant ses traitements, calmant ses craintes pendant les crises. Elle était devenue plus qu'une infirmière pour Marcus. Elle était devenue la présence constante que son père absent n'avait jamais réussi à être. La défunte épouse du général l'avait engagée personnellement avant sa mort, 2 ans auparavant. Grace avait promis à cette femme mourante qu'elle prendrait soin de Marcus. Elle avait tenu cette promesse à travers toutes les nuits blanches, toutes les urgences, tous les moments où le garçon avait besoin de quelqu'un. Aujourd'hui, cette loyauté ne signifiait plus rien. Le général avait décidé que Grace était coupable, et la machine de la justice militaire avançait avec une efficacité impitoyable. L'huissier demanda le silence dans la salle d'audience. Grace se leva, les jambes plus fermes qu'elle ne se sentait à l'intérieur. Elle n'avait préparé aucune déclaration liminaire. Aucune stratégie juridique. Juste la vérité, qui semblait soudain être l'arme la plus faible dans la pièce. Le procureur commença à exposer les charges retenues contre elle, d'une voix douce et expérimentée, chaque mot étant un nouveau clou dans son cercueil. Il la dépeignit comme une opportuniste qui avait exploité son accès à des substances contrôlées. Grace écouta, le visage soigneusement neutre, refusant de leur donner la satisfaction de l'avoir craqué. Elle pensa à Marcus, probablement à la maison avec sa nounou, ignorant que la femme qui le berçait pendant ses pires nuits était en train d'être détruite dans une salle d'audience. Si vous souhaitez voir comment Grace se bat contre cette injustice, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui va se passer ensuite va tout changer. Le procureur a terminé son exposé introductif. Le juge a demandé si la défense souhaitait faire une déclaration. Grace s'est levée lentement, consciente que tous les regards dans la salle la jaugeaient, la jugeaient, la trouvaient insuffisante. Elle a ouvert la bouche pour parler. Mais avant que Grace n'ait pu prononcer un seul mot pour se défendre, les portes de la salle d'audience se sont ouvertes avec une force qui a fait se retourner tout le monde. Un jeune policier militaire a trébuché en franchissant les portes, à bout de souffle et clairement embarrassé par son entrée spectaculaire. Le juge a frappé son marteau sur le banc. L'ordre a été rétabli. Le policier s'est excusé, a remis un message à l'huissier et a disparu aussi vite qu'il était arrivé. Grace a expiré lentement, son moment d'espoir se transformant en amère déception. Le procureur reprit son plaidoyer. Il appela son premier témoin, un technicien en pharmacie nommé Caporal, qui témoigna que Grace s'était trouvée seule dans la salle des médicaments à 3 reprises lorsque des écarts d'inventaire avaient été constatés. Interrogée,
et admit qu'il n'avait en réalité pas vu Grace prendre quoi que ce soit. Il savait simplement qu'elle s'était trouvée là. Grace demanda si d'autres personnes avaient également accès à la salle à ces moments-là. Il confirma que oui. Le procureur s'opposa à cette ligne de questionnement. Le juge lui donna raison. Le général Crane est resté immobile tout au long du témoignage, le visage impassible. C'était un homme qui avait imposé le respect pendant 3 décennies de service, qui avait perdu sa femme d'un cancer 2 ans auparavant et qui élevait désormais seul son fils tout en dirigeant toute une base. Pour le monde extérieur, c'était un personnage tragique qui méritait la sympathie. Pour Grace, c'était tout autre chose. Un homme qui avait décidé qu'elle était sacrifiable. Le deuxième témoin était le capitaine Melissa Torres, pharmacienne en chef de l'hôpital. Elle a déclaré que Grace avait demandé des codes d'accès dépassant son niveau d'autorisation 6 mois auparavant. Grace a eu l'estomac noué. Cette demande était légitime, faite en cas d'urgence lorsque Marcus avait souffert d'une grave crise respiratoire au domicile du général. Mais maintenant, dans cette salle d'audience, sous le regard du général, Torres présentait cette demande comme un comportement suspect. Le procureur a qualifié cela de préméditation. Le capitaine évitait le regard de Grace. La peur avait une odeur particulière dans les salles d'audience militaires, et Torres en était imprégné. Pendant la pause déjeuner, Grace s'est assise seule sur un banc à l'extérieur du palais de justice. Les autres personnes gardaient leur distance, comme si les accusations étaient contagieuses. Son téléphone vibrait, recevant des messages d'anciens collègues exprimant un soutien vague mais n'offrant rien de concret. « Nos pensées et nos prières », écrivait-il. Comme si les prières pouvaient payer les avocats. À la reprise de l'audience, le général lui-même a pris la parole. Le procureur l'a traité avec respect, lui posant des questions destinées à mettre en valeur son caractère. Le général Crane a parlé de ses années de service, de la confiance sacrée entre les militaires. Sa voix s'est légèrement brisée lorsqu'il a évoqué la foi de sa défunte épouse en Grèce. Le procureur a fait une pause respectueuse. C'était du grand article. Grace a vu l'expression du juge s'adoucir. Ce qu'ils ignoraient, c'était ce que Grace avait vu 3 mois auparavant. Elle était arrivée tôt un matin pour le traitement de Marcus et avait trouvé le général dans son bureau, entouré de flacons ouverts du même analgésique qui manquait désormais à la pharmacie. Il avait prétendu qu'il lui avait été prescrit pour une vieille blessure de guerre. Lorsqu'elle avait vérifié son dossier médical plus tard, aucune ordonnance de ce type n'y figurait. Elle l'avait confronté calmement, de manière professionnelle, lui proposant de l'aider à trouver un traitement approprié pour ce qui devenait clairement un problème de dépendance. Le général avait souri, l'avait remercié pour sa discrétion et avait promis de s'en occuper. 2 semaines plus tard, la pharmacie avait signalé des irrégularités. 3 semaines après, Grace avait été accusée. Le procureur avait demandé au général s'il avait des raisons de douter de la personnalité de Grace avant le vol. Le général avait marqué une pause, l'air peiné, et avait répondu que non. Il avait dit qu'elle semblait dévouée, compatissante et tout à fait digne de confiance. Ce qui rendait la trahison encore plus douloureuse, avait-il ajouté. Grace serra les poings sous la table. Il mentait sous serment, et elle ne pouvait rien y faire. Lorsque le procureur eut terminé, le juge demanda à Grace si elle souhaitait interroger le témoin. Elle se leva, l'esprit en ébullition. Elle demanda directement au général s'il se souvenait de leur conversation au sujet de ces analgésiques. Le procureur fit immédiatement objection. Il invoqua la pertinence. Le juge lui donna raison. Elle tenta de demander si le général conservait des substances contrôlées chez lui. Nouvelle objection. Acceptée. Toutes les questions qui auraient pu le compromettre furent bloquées avant qu'elle n'ait pu les poser. Grace regagna sa place, vaincue. Le système n'était pas seulement contre elle. Il le protégeait activement. Le procureur appela 2 autres témoins, tous 2 des officiers subalternes qui témoignèrent de l'accès et de l'opportunité dont disposait Grace. Aucun d'eux ne l'avait réellement vu commettre un acte répréhensible. Mais dans un tribunal militaire, l'accès et l'opportunité, combinés à l'accusation d'un général, étaient apparemment suffisants. À la fin de la journée, le juge annonça qu'il se réunirait à nouveau le lendemain pour les plaidoiries finales. Grace sortit du tribunal dans la lumière déclinante de l'après-midi. Quelques journalistes lui crièrent des questions, mais elle les ignora. Leurs articles l'avaient déjà condamnée depuis plusieurs jours. Le général Crane apparut quelques minutes plus tard, entouré de ses assistants, le visage solennel. Il fit une brève déclaration sur l'importance de la responsabilité. Grace l'observait de l'autre côté de la rue, invisible à ses yeux. Elle pensait à Marcus, piégé dans une maison avec un père prêt à détruire une femme innocente pour cacher sa propre faiblesse. Elle pensait à la façon dont le système était conçu pour protéger les hommes comme lui tout en sacrifiant les femmes comme elle. Mais ce que Grace ignorait,
c'est que Marcus avait été attentif. Le garçon avait écouté, observé, rassemblé des vérités que les adultes pensaient qu'il était trop jeune pour comprendre. Et demain, lorsque Grace reviendrait pour entendre les conclusions finales et probablement être condamné, Marcus ferait un choix qui briserait les mensonges soigneusement construits par son père. Ce soir-là, Grace était assise dans son petit appartement, les yeux rivés sur des revues médicales auxquelles elle ne parvenait pas à se concentrer. Demain, le procureur prononcerait son réquisitoire. Demain, le juge la déclarerait probablement coupable. Demain, sa carrière serait détruite, son nom associé à jamais à un crime qu'elle n'avait pas commis. Elle avait passé la soirée à chercher le moindre élément de preuve qui pourrait la sauver. Il n'y avait rien. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose la poussa à décrocher. Silence à l'autre bout du fil, puis un murmure d'enfant. « Grace, c'est moi. » Marcus. Son cœur se serra. « Mon chéri, tu ne devrais pas appeler. Si ton père l'apprend. » Mais Marcus l'interrompit, la voix pressante et effrayée. « Je sais ce qu'il a fait. Je sais pour les pilules. Grace, je sais que tu n'as rien volé. » Grace ferma les yeux, partagée entre le soulagement que quelqu'un la croie et la terreur de ce que cette connaissance pourrait coûter au garçon. Elle lui dit d'être prudent, de rester discret, que les adultes s'occuperaient de tout. Mais même en disant cela, elle savait qu'aucun adulte ne s'occupait de quoi que ce soit. Marcus promit qu'il trouverait un moyen de l'aider. Avant qu'elle n'ait pu répondre, la ligne fut coupée. Chez les crânes, Marcus reposa délicatement le téléphone dans le bureau de son père. Ses mains tremblaient. Il n'avait jamais désobéi à son père de la sorte. Mais Grace avait été là pour lui quand il ne pouvait plus respirer, quand la peur de mourir seul dans le noir le faisait pleurer. Elle lui avait tenu la main à chaque visite à l'hôpital après la mort de sa mère. Son père était différent ces derniers temps. Distant, irritable, passant de longues heures enfermé dans son bureau. Marcus avait remarqué les bouteilles, entendu les conversations téléphoniques à voix basse. Il comprenait que Grace était punie pour quelque chose que son père avait fait. Marcus avait commencé sa propre enquête avec la détermination maladroite d'un enfant de 10 ans qui croyait en la justice. Il avait fouillé le bureau de son père lorsque la maison était calme, trouvant des reçus de pharmacie qui ne correspondaient à aucune ordonnance. Il avait découvert un compartiment secret dans le bureau contenant des bouteilles dont les étiquettes avaient été grattées. Il avait pris des photos avec une vieille tablette que sa mère lui avait donnée, sans savoir exactement ce qu'il documentait, mais sachant que c'était important. Un soir, la gouvernante du général, Madame Chen, le trouva assis par terre dans le bureau, entouré de papiers. Elle travaillait pour la famille depuis avant la naissance de Marcus, aimait beaucoup sa mère et avait observé le déclin du général avec une inquiétude silencieuse. Elle demanda à Marcus ce qu'il faisait. Il leva les yeux vers elle, les larmes aux yeux, et répondit qu'il essayait d'aider Grace. Madame Chen hésita, puis ferma la porte derrière elle. Elle raconta à Marcus les conversations qu'elle avait entendues, la dépendance du général qui avait commencé après la mort de sa femme, son désespoir à vouloir la cacher. Elle montra à Marcus les SMS que le général lui avait envoyés quelques mois auparavant, lui demandant de se débarrasser de certaines bouteilles, de garder le silence sur son état. Madame Chen avait eu trop peur de parler pendant le procès. Son statut de visa était compliqué, sa famille dépendait de ses revenus. Mais voir Marcus se battre pour la justice alors que les adultes avaient échoué lui a redonné quelque chose qu'elle croyait avoir perdu, le courage. Ensemble, ils ont monté un dossier. Une enfant et une femme de ménage contre un général. Ils avaient quelque chose que le procureur n'avait pas. La vérité, documentée par des photos, des reçus et des SMS qui prouvaient que le général se procurait des substances contrôlées par des voies non autorisées depuis des mois avant que Grace ne soit accusée. Pendant ce temps, Grace passa sa dernière nuit de liberté à essayer de rédiger une déclaration pour la phase de détermination de la peine qu'elle savait inévitable. Elle songea à s'enfuir, à acheter un billet de bus, à disparaître dans une petite ville où les tribunaux militaires ne pourraient pas la trouver. Mais s'enfuir signifiait admettre sa culpabilité. S'enfuir signifiait abandonner la vérité. S'enfuir signifiait ne plus jamais revoir Marcus. Grace avait déjà tant perdu. Elle ne perdrait pas aussi son intégrité. À l'aube, elle enfila son uniforme une dernière fois. S'il devait la condamner, il le ferait alors qu'elle portait fièrement le symbole de son service. Elle arriva tôt au tribunal, avant les journalistes, avant que la machine de l'injustice ne se mette pleinement en marche. Elle s'assit sur le même banc où elle avait passé la récréation de la veille et regarda le soleil se lever. Le général Crane arriva pile à l'heure, dans une posture militaire parfaite, l'air solennel comme il se doit. Il avait répété sa déclaration à la presse, préparé des remarques sur la douloureuse nécessité de rendre des comptes. Ses assistants l'encadraient,
créant une barrière entre le général et la poignée de manifestants qui s'étaient rassemblés avec des pancartes en soutien à Grèce. À l'intérieur de la salle d'audience, le procureur rangea ses papiers avec la satisfaction d'un homme sur le point de remporter une condamnation. Le juge entra. Tout le monde se leva. Le rituel de la justice se déroula exactement comme prévu, avec toute sa dignité formelle masquant la pourriture qui se cachait dessous. Grèce se tenait seul à la table de la défense, les mains désormais fermes, sa peur transformée en quelque chose de plus dur. Le juge demanda si l'accusation était prête à présenter ses conclusions finales. Le procureur se leva, lissant sa veste d'uniforme. Mais avant qu'il ne puisse parler, avant qu'il ne puisse porter le coup final qui scellerait le sort de Grèce, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. Marcus entra, sa petite silhouette éclipsée par les imposantes portes en bois, le visage pâle mais déterminé. Derrière lui venait Madame Chen, portant un dossier épais rempli de preuves. Et derrière eux, 3 infirmières de l'hôpital de la base qui avaient travaillé avec Grèce, le visage tendu par la culpabilité de leur silence précédent. Le juge abattit son marteau, exigeant de savoir la raison de cette interruption. Marcus regarda son père directement pour la première fois depuis son entrée, et d'une voix tremblante mais sans faiblir, il dit qu'il avait des preuves qui prouveraient l'innocence de Grèce et révéleraient qui avait réellement volé ses médicaments. Le général pâlit. Pendant 3 décennies, il avait commandé des soldats, contrôlé les discours, façonné la réalité grâce à son grade et à sa réputation. Mais il ne s'était jamais préparé à voir son propre fils entrer dans une salle d'audience et démanteler les mensonges qu'il avait construits. Marcus se tenait dans l'allée, petit et tremblant, mais ses yeux reflétaient quelque chose que son père avait perdu depuis des années, la certitude de ce qui était juste. Le juge demanda le silence alors que la salle d'audience s'agitait dans un murmure. Le procureur protesta, affirmant que cela perturbait le déroulement du procès. Le juge, clairement déconcerté par la présence d'un enfant, demanda quelles preuves le garçon prétendait posséder. Marcus s'avança, tenant la main de Madame Chen, et posa une tablette sur la table de la défense, devant Grèce. « J'ai pris des photos, » dit Marcus, d'une voix plus assurée. « Des flacons dans le bureau de mon père. Ceux dont les étiquettes ont été rayées. Les reçus des pharmacies qu'il a visitées en dehors de la base. Les pilules qu'il cache dans le coffre-fort derrière son bureau. » La salle d'audience devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers le général Crane, qui était assis, figé. Le juge se pencha en avant et lui demanda s'il comprenait la gravité de ce qu'il disait. Marcus acquiesça. « Mon père est malade. Il a besoin d'aide. Mais Grèce n'a rien volé. Elle a essayé de l'aider et il l'a accusé à la place. » Madame Chen s'avança, présentant des SMS du général lui demandant de se débarrasser des flacons de médicaments, de garder le silence sur ce qu'elle avait vu, de mentir si quelqu'un lui posait des questions. La confiance du procureur se fissura visiblement. Les 3 infirmières s'approchèrent du banc. Le lieutenant Sarah Hoffman admit que quelques semaines avant l'accusation de Grèce, elle avait vu le général entrer dans la pharmacie après les heures d'ouverture en utilisant un code d'accès spécial. Une autre infirmière confirma avoir constaté des irrégularités avant les gardes de Grèce. La juge ordonna une suspension d'audience et demanda à son huissier de justice de mettre les preuves en sécurité. Elle demanda à la police militaire d'accompagner le général Crane chez lui afin de vérifier les affirmations de Marcus. Le général se leva lentement, ses médailles semblant soudainement pesantes. Il se tourna vers son fils. Pendant un instant, Grèce crut qu'il allait s'excuser. Au lieu de cela, il dit doucement « Tu ne comprends pas ce que tu as fait. » Marcus leva les yeux vers lui, les larmes coulant sur son visage. « Je comprends que tu allais laisser Grèce aller en prison pour quelque chose que tu as fait. Maman aurait honte de toi. » Le général serra les mâchoires, mais ne dit rien d'autre tandis que les policiers militaires l'escortaient hors de la salle. Lorsque l'audience reprit 2 heures plus tard, le visage du juge était durci. Les policiers militaires rapportèrent avoir trouvé exactement ce que Marcus avait décrit. Un coffre-fort contenant plusieurs flacons de substances contrôlées, dont certaines correspondaient au stock manquant de la pharmacie. Des documents montraient que le général avait falsifié les registres de la pharmacie, créé des lacunes dans les enregistrements de vidéosurveillance et utilisé son autorité pour accéder à des médicaments sans autorisation appropriée. Le procureur, visiblement ébranlé, demanda à s'approcher du banc. Après une brève conversation à l'écart, il revint et demanda à ce que toutes les charges retenues contre Grèce soient abandonnées. La juge accepta immédiatement, déclarant que Grèce avait été victime d'un coup monté délibéré par quelqu'un qui abusait de son pouvoir. Elle ordonna une enquête approfondie sur les actions du général Crane et sur toute personne ayant contribué à les dissimuler. Grèce se leva lorsque la juge la déclara officiellement innocente de toutes les charges retenues contre elle. La salle d'audience éclata en applaudissements. Mais Grèce ne regarda que Marcus, qui souriait à travers ses larmes. Il courut vers elle dès que la juge eut levé l'audience,
et elle le serra dans ses bras. Si vous croyez que la vérité mérite de l'emporter, quelle que soit la puissance des mensonges, alors vous voudrez savoir ce qui va se passer ensuite dans le parcours de Grace. Les médias se sont immédiatement précipités à l'extérieur. Les caméras ont filmé Grace sortant avec Marcus, Madame Chen à leur côté, suivie par les 3 infirmières. Les questions fusaient de toutes parts, mais Grace n'y répondit pas. Elle a simplement continué à marcher, une main tenant Marcus, l'autre essuyant les larmes qu'elle avait retenues pendant 3 semaines. Le général Crane a été immédiatement soumis à une enquête. Son commandement a été suspendu. Le même système qui l'avait si efficacement protégé s'est maintenant retourné contre lui avec la même force. Grace a regardé de loin les officiers le conduire vers un véhicule qui l'attendait. Il semblait plus petit, diminué sans le pouvoir qu'il avait exercé pendant si longtemps. Mais blanchir son nom n'était qu'un début. Grace devait encore reconstruire une carrière brisée par de fausses accusations, rétablir une réputation détruite par des mensonges et comprendre à quoi ressemblait réellement la justice lorsque le système qui vous avait laissé tomber voulait soudainement réparer ses torts. L'armée a réagi rapidement une fois la vérité révélée. Le général Crane a été traduit en cour martiale en quelques semaines, accusé de vol de substances contrôlées, d'abus de pouvoir, de parjure et d'entrave à la justice. Grace fut appelée à témoigner. Cette fois-ci, elle entra dans la salle sans crainte, accompagnée d'un avocat et armée de la vérité. Elle décrivit comment elle avait trouvé le général entouré de pilules, comment elle avait tenté de l'aider à se faire soigner et comment il avait promis de régler son problème. Elle le regarda droit dans les yeux pendant qu'elle parlait et, pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, il ne put soutenir son regard. Le verdict fut sévère. Renvoi déshonorant. Peine de prison. Perte de sa pension et de ses avantages sociaux. Rééducation obligatoire. Le général qui avait commandé des milliers d'hommes passerait les prochaines années dans une cellule, son héritage réduit à un exemple édifiant sur le pouvoir incontrôlé et la dépendance. Grace n'éprouva aucun sentiment de triomphe en le voyant condamné. Elle n'avait jamais voulu se venger, seulement obtenir justice. Elle avait voulu que la vérité prime sur le rang. C'était désormais le cas. Marcus fut placé temporairement chez sa grand-mère maternelle pendant que le tribunal familial décidait de son avenir. Grace lui rendait visite 2 fois par semaine, lui apportant des livres et ses collations préférées, s'asseyant à ses côtés pendant qu'il assimilait le poids impossible de ce qu'il avait fait. Il lui demanda un jour si elle lui en voulait d'avoir détruit la vie de son père. Grace prit son visage entre ses mains et lui dit qu'il n'avait rien détruit. Son père l'avait fait lui-même. Marcus avait simplement refusé de laisser une personne innocente en souffrir. L'hôpital de la base a proposé à Grace de reprendre son poste, en lui présentant des excuses officielles et en lui versant les arriérés de salaire correspondant aux semaines pendant lesquelles elle avait été suspendue. Elle a accepté les excuses, mais a refusé le poste. Trop de choses avaient été brisées entre elle et cette institution. À la place, Grace a accepté une offre d'une organisation de défense des anciens combattants qui avait suivi son affaire. Il voulait qu'elle dirige un nouveau programme d'aide aux professionnels de santé militaire victimes de représailles ou de fausses accusations. La pire expérience de sa vie lui avait ouvert la porte pour aider d'autres personnes confrontées à des injustices similaires. 6 mois après son acquittement, Grace a témoigné devant une commission parlementaire chargée d'examiner les abus de pouvoir dans les systèmes de justice militaire. Elle a parlé calmement de son expérience, des défaillances structurelles qui avaient permis à un général de la piéger, des lacunes dans la surveillance qui avaient rendu possible les représailles contre ceux qui s'étaient exprimés. Plusieurs membres de la commission l'ont remerciée pour son courage. Grace les a gentiment corrigés. Le courage, a-t-elle dit, appartenait à un garçon de 10 ans qui comprenait mieux la justice que les adultes qui l'entouraient. La grand-mère de Marcus a demandé la garde permanente, et le tribunal a accepté. Mais elle comprenait le lien qui unissait Marcus à Grace, et elle n'a pas essayé de le rompre. Grace est devenue une présence régulière dans leur foyer, non plus en tant qu'infirmière, mais en tant que quelque chose de plus difficile à définir. Une membre de la famille, peut-être. La personne qui s'était battue pour lui alors que riposter semblait impossible. À la date anniversaire de son acquittement, Grace a reçu une lettre du général Crane. La lettre ne contenait aucune excuse. Il reconnaissait l'avoir piégée, avoir détruit sa réputation pour cacher sa propre faiblesse. Il s'excusait d'avoir trahi la confiance que sa femme avait placée en Grace, d'avoir utilisé son pouvoir comme une arme, d'avoir enseigné à son fils que la vérité était négociable. Grace a lu la lettre 2 fois, puis l'a classée. Elle ne lui devait pas son pardon, et elle n'était pas sûre de pouvoir le lui accorder. Mais elle appréciait cette tentative de prise de responsabilité. Marcus s'adapta lentement à sa nouvelle vie. La thérapie l'aida. La patience de sa grand-mère l'aida. Mais c'est surtout la présence constante de Grace qui l'aida le plus. Il recommença à dormir toute la nuit, cessa d'avoir des crises de panique et commença à croire que dire la vérité avait été la bonne chose à faire, même si cela faisait mal.
Le jour de son 11e anniversaire, il dit à Grace qu'il voulait devenir avocat quand il serait grand, quelqu'un qui aiderait les personnes que le système essayait d'écraser. Grace l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'il serait exceptionnel dans ce domaine. Les médias ont fini par passer à d'autres sujets, mais l'affaire de Grace a laissé des traces. La réforme de la justice militaire est devenue un sujet de débat sérieux. De nouveaux protocoles ont été mis en place pour traiter les accusations portées contre les hauts responsables. Grace savait que ces changements ne résoudraient pas tout, mais ils constituaient des pas vers un système où le pouvoir ne pouvait pas si facilement détruire la vérité. 2 ans après le procès, Grace s'est présentée devant un petit public dans un centre communautaire pour parler de son expérience à des professionnels de santé confrontés à leur propre combat contre l'injustice institutionnelle. Elle a évoqué la solitude d'être accusée, le poids de se battre seule, le moment où Marcus a franchi les portes du tribunal. Elle a conclu en partageant ce qu'elle avait appris, que les systèmes se protègent eux-mêmes avant tout et les gens ensuite, que le pouvoir testera toujours votre tolérance à l'injustice, que le silence face à l'injustice est une forme de participation à part entière. Mais la vérité a une résilience particulière. Elle peut plier sous la pression, se cacher pendant un certain temps, attendre le bon moment. Mais elle disparaît rarement complètement. Parfois, il suffit d'une seule voix assez courageuse pour la faire entendre. Marcus était assis au premier rang, âgé désormais de 12 ans et en passe de devenir le jeune homme que sa mère avait espéré qu'il devienne. Il sourit à Grace lorsqu'elle eut fini de parler, et elle lui rendit son sourire. Ils avaient tous deux perdu quelque chose dans cette salle d'audience, la liberté de son père, son innocence quant au fonctionnement du monde. Mais ils avaient gagné quelque chose de plus difficile à mesurer. La certitude qu'ils avaient choisi le bien plutôt que la facilité, qu'ils avaient refusé de laisser les mensonges l'emporter simplement parce que ceux-ci étaient décorés de médailles et portaient des grades. Le soleil se couchait lorsque Grace quitta le centre communautaire, Marcus marchant à ses côtés, sa grand-mère attendant près de la voiture. Grace regarda le garçon qui lui avait sauvé la vie en refusant de laisser son père la détruire, et elle comprit quelque chose de fondamental sur la résilience. Il ne s'agissait pas de ne jamais céder. Il s'agissait de savoir qui se tenait à vos côtés lorsque vous cédiez, et si vous feriez de même pour eux lorsque leur tour viendrait. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la justice n'est pas une question de pouvoir, mais de courage pour y faire face, car ce sont ces histoires qui prouvent que la vérité finit toujours par triompher, même lorsque le combat semble déjà perdu.